Effectivement, cette parole doit pouvoir circuler. Pardon de faire un peu l'animateur de la veillée. Alors, on a parlé d'antillanité, bien sûr, avec Césaire, ce qui est normal, mais il y a aussi l'Afrique et le panafricanisme. Et avant de passer la parole à Mark Jepson, je voudrais la passer à un slammer qui s'appelle Rost. Et tout à l'heure, je l'ai présenté comme banlieue bleue, mais c'est en fait banlieue active. Complètement. Bonjour. Donc oui, effectivement, je suis rappeur, slammer et président du collectif Banlieues Actives, effectivement. Et on travaille beaucoup sur les questions des jeunesses, justement, et les questions des transmissions et de l'engagement qui sont des moteurs pour nous. Moi, quand on m'évoque Césaire, effectivement, ça me rappelle aussi Léopold Sédar Senghor. Je me souviens, j'étais gamin, j'étais au Togo, je devais avoir peut-être 7-8 ans, et j'ai entendu une phrase « Je ne suis pas français, mais j'apprends au français à parler le français ». Et ça, c'était une phrase de Léopold Sédar Senghor, et ça m'avait vachement marqué. Et je me dis, mais comment ce nègre peut parler de la sorte? C'est une belle leçon pour nous, gamins qui étudions le français, qui essayons de comprendre notre histoire, entre autres. Et effectivement, Césaire, ça a été, lorsque j'ai découvert Césaire, pour moi, c'était effectivement la continuité de tout ça. Et ce que j'aime en Césaire, c'est ce côté révolte, mais allié à l'engagement. Parce que la révolte n'a pas de sens s'il n'y a pas d'engagement derrière, de mon point de vue. Et cet engagement, c'est ce que, à mon petit niveau aussi, j'essaye de faire aujourd'hui, en essayant d'impliquer la jeunesse. Et puis, il y a aussi la dimension de la transmission qu'on découvre aussi dans Césaire. Très important. À un moment, il dit, j'ai noté une phrase, il a cité une partie des phrases qui m'ont marqué, et il y en a une qui m'a marqué, il dit « Mon rôle est de me souvenir d'être, si je le puis, un de ces griots qui relie le peuple à son histoire. » Je pense que la phrase elle-même parle d'elle-même. Être le ferment de cet espoir à faire lever toutes les mains. Chanter la dignité reconquise. La dignité reconquise. Le mot dignité qui a un sens très important, qui a une vraie dimension dans ce que, en tant qu'artiste, j'essaye aussi de transmettre à ceux qui nous écoutent le sens de la dignité et la fierté d'être ce qu'on est. Et c'est ce qu'on retrouve à travers les écrits aussi de Césaire. Effectivement, on a le devoir à un moment aussi de transmettre ces écrits, soit par la musique qui est l'artistique est un beau vecteur, ou le cinéma, qui nous permettent aujourd'hui justement de transmettre aux générations les plus jeunes ce savoir. Et pour nous, ça reste un vrai testament. Ça m'a inspiré d'ailleurs un texte qui est sorti sur mon dernier album qui s'appelle « Poésie d'un résistant », que je vais vous déclamer une partie. Contrée ravagée, sous-sol pillé, peuple massacré, femmes et enfants assassinés. Afrique, mon Afrique, Afrique, terre de nos pères. Afrique, mon Afrique, Afrique, notre terre-mère. Afrique, mon Afrique, Afrique, terre de nos cœurs. Allons, enfants de mon Afrique, au front pour que cessent nos pleurs. Ton émancipation séquestrée par la France-Afrique, asservissement de tes richesses pour leur pompe Afrique. Les despotes légaux rafent ton pactole, empires coloniaux y dansent leur farandole. Je me souviens de ces pages d'histoire et tes femmes violées, les hommes déportés dans ces cales enchaînées, humiliés jusqu'à l'extrême, indélébile souffrance des fils de ton royaume. Afrique, mon Afrique, Afrique, terre de nos pères. Afrique, mon Afrique, Afrique, notre terre-mère. Afrique, mon Afrique, Afrique, terre de nos cœurs. Allons, enfants de mon Afrique, au front pour que cessent nos pleurs. L'âme brisée de ces âmes sur ces rives de Gorée, l'histoire à l'encre de sang inscrite à tout jamais.
Poudre et armement pour les dociles, crime et châtiment pour les incorruptibles. Lors de l'Occident, au prix de ton sang, hommage à tes morts et à tes innocents. À notre tour, fils d'Afrique, de faire un rêve pour qu'un jour notre Afrique s'élève. Au pays de l'oncle Sam, l'histoire est en marche. Un de tes fils vient de l'écrire avec un grand H. Les derniers seront les premiers, dixit le dicton, et c'est dans la grandeur qui rend nos espoirs jusqu'ici sous-scellés. Fils d'Afrique, voici venu le temps de reprendre notre droit de rêver, tête haute dans l'unité et la dignité. Du haut des cieux, j'imagine la fierté de Rosa Parks ou Malcolm de savoir que leur peuple n'est plus classé X. I have a dream, mon cher Martin, ton rêve si cher est devenu réalité. Hommage à tous les anonymes qui ont péri pour nos libertés. À notre tour, fils d'Afrique, de faire un rêve pour qu'un de ces quatre, mon Afrique, s'élève. Merci. Mark Shepson. Voilà, merci beaucoup, Ross. Mark Shepson, c'est Respect Mag. Alors, donc, c'est un magazine jeune. L'appréhension de Césaire pour un tel magazine, pour le fondateur d'un tel magazine, le directeur d'un tel magazine. Alors, le fondateur, l'ex-directeur, parce que je n'en suis plus le directeur, je dirais que finalement, dans tout ce qui peut nous inspirer, et quand je dis nous, c'est tous les gens finalement dont les silences ont traversé l'histoire. Je trouve que c'était un très très beau témoignage. Les silences, la transparence, l'invisibilité, la non-présence quelque part, ont eu des chocs émotionnels, des chocs de lecture, des chocs de rencontre quand ils ont eu la chance de pouvoir en avoir. Et les textes de Césaire en font partie. Et quand ce choc se produit, ça reste une source d'inspiration énorme, tout le temps. Alors Rost, il a dit modestement, oui, modestement, mais il n'y a pas de modestie dans l'inspiration quelque part. C'est ça qui nous fait vivre, qui nous éclaire, qui nous enchante. Et on a parlé de cette jeunesse qu'on côtoie régulièrement, quotidiennement, déboussolée, souvent. Et pourtant, il suffit parfois de peu de choses pour justement réveiller cet éclat qui dort. Et les mots de la pensée, les mots de Césaire, peuvent être des formidables révélateurs. Une manière justement, ce qui a été dit sur l'altérité tout à l'heure, moi ce que je trouve très fort dans sa pensée, c'est que l'autre et soi-même ne font qu'un. Et qu'il y a cette rencontre intime tellement puissante qui font qu'on ne peut pas se séparer en soi et en l'autre. Il y a cette fusion qui nous manque tellement cruellement, notamment aujourd'hui dans nos quartiers où finalement l'autre est souvent si absent. Je voudrais citer une phrase qui m'a particulièrement touché, questionné et inspiré. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Je trouve que cette pensée-là est particulièrement profonde aujourd'hui face au questionnement que nous ressentons, que l'on vit. Le particulier, les particuliers, c'est ce que parfois il est difficile d'exprimer. Et mon travail, mon inspiration, en créant le magazine Respect Mag, mais aussi en le quittant finalement, puisque si je l'ai quitté, c'est parce que j'avais plus la possibilité justement de penser ça et de dire ça, ça a été d'entrer dans l'histoire collective sous le prisme des spécificités et de comprendre que être touché par une spécificité, c'est pas la regarder de loin, c'est se comprendre soi-même. Et que dans un pays profondément métissé de par son histoire, rencontrer ses spécificités, c'est rencontrer son passé, c'est rencontrer son présent et c'est rencontrer son futur.
Et que pour aller ensemble quelque part, il faut se nourrir de tout ce qui nous compose chacun et chacune. Et que, certes, il peut y avoir un danger par ségrégation murée dans le particulier. Ça, c'est le danger. Mais le plus fort danger aujourd'hui, ça reste le silence, la transparence, l'invisibilité, la non-parole. Et que parler de tous ceux, de toutes celles qui nous composent, de toutes les composantes, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas nous enfermer dans une communauté, c'est comprendre ce qui nous rattache, le fil finalement qui nous rattache à l'ensemble, à la société. Et Ross l'a dit modestement, oui, modestement, mais sans modestie aussi, parce que c'est la force qui nous habite, c'est ce qu'on essaye tous de faire, de créer ce fil entre le particulier et le véritable universel, celui qui se nourrit de chacun. Merci. On est en train d'essayer d'arranger justement des calendriers. Et puisqu'on parle de calendrier, Césaire n'a pas seulement écrit des longs poèmes comme Cahiers d'un retour au pays natal, que vous allez entendre tout à l'heure par la voix de plusieurs comédiens qui sont là, cachés dans la salle. Il n'a pas non plus seulement écrit Discours sur le colonialisme, comme l'a cité tout à l'heure Madame la ministre Georges Paul-Angevin. Il a aussi écrit beaucoup de poésie, et notamment un recueil de poèmes, parmi tous ces recueils de poèmes, Moi laminaire, qui commence par Calendrier lagunaire, que Nicole Doguet va vous dire. J'habite. Oui, il ne savait pas où tu étais. Ok. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté entre bulbes et cailleux. J'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée, mais la lave du Mascaret qui remonte la Valeuse à toute allure et brûle toutes les mosquées. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar, d'une version du paradis absurdement ratée. C'est bien pire qu'un enfer. J'habite de temps en temps une de mes plaies. Chaque minute, je change d'appartement et toutes mes paix m'effraient. Des siècles durant, tourbillon de feu, assadie comme nul autre pour poussière de monde égaré, ayant caché volcan mes entrailles d'eau vive, je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. J'habite donc une vaste pensée, mais le plus souvent, je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Ou bien j'habite une formule magique, les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. J'habite l'embâcle, j'habite la débâcle, j'habite le pan d'un grand désastre. J'habite le plus souvent le pis le plus sec du python le plus efflanqué, la louve de ces nuages. J'habite l'aurore des cactacés. J'habite un troupeau de chèvres tirant sur la tétine de l'arganier le plus désolé. À vrai dire, je ne sais plus mon adresse exacte, abbatiale ou abyssale. J'habite le trou des poulpes. Je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe. Frères, n'insistez pas. Vrac de varech, m'accrochant en cuscute ou me déployant en prorana, c'est tout un. Et que le flot roule, et que ventouse le soleil, et que flagelle le vent. Ronde bosse de mon néant, la pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots.
même si elle rend somptueux certains de mes mots. Merci Nicole. Madame la ministre, vous réagissez à ça ou je fais partir la veillée du conte, c'est-à-dire la parole qui va être distribuée à beaucoup de comédiens qui sont là pour un vrai mélange de tout ce qui constitue Césaire. C'est vraiment difficile de réagir, de dire quelque chose après des textes pareils. Je voulais simplement dire que c'était vraiment le poème, me semble-t-il, qui pour Césaire le résumait le mieux, puisqu'il a tenu à ce que ce poème soit in extenso sur sa tombe. Donc c'est vrai que je disais au début que c'était un homme qui était excessivement gentil dans les rapports qu'on avait avec lui, mais on voit bien quand on écoute ce qu'il dit que c'était effectivement une révolte qui ne s'est jamais interrompue et un mal-être qui a été quelque chose de très extraordinaire, enfin, important jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais rester. Je voudrais simplement dire encore une fois que pour moi, c'est vrai, Césaire, et pour beaucoup de gens qui s'interrogent sur leur vie, sur un certain nombre de sujets, relire régulièrement Césaire est quelque chose de très important. Parce qu'à chaque fois qu'on relit soit le Cahier, soit la Minerve, on redécouvre, effectivement, on comprend quelque chose de plus. Et je me dis souvent que, justement, pour beaucoup de nos jeunes, de nos gamins qui n'arrivent pas à exprimer une forme de malaise dans notre société, il me semble que si ils arrivaient, comme dit Césaire si bien, à mettre des mots sur leurs mots, eh bien, en quelque part, ça irait beaucoup mieux. Et surtout, de se rendre compte qu'il faut dépasser et lutter. Et ne pas accepter une situation. Ce que moi, je retiens en tout cas du Cahier, par exemple, c'est qu'on part d'une situation où on est écrasé par la misère, par la saleté, par l'horreur de la vie, à un moment où, en luttant, on est debout, quoi. Et manifestement, je crois que pour beaucoup de gens qui ont cette impression qu'ils sont définitivement écrasés par la vie, réaliser qu'on peut, en assumant un certain nombre de difficultés et en luttant, qu'on peut vivre debout. Je trouve que c'est toujours, pour tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle on est, c'est quand même un message qui est un message très fort et un message qui est valable pour tout un chacun, quels que soient les mots qui l'écrasent. Donc voilà, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est d'écouter Césaire, parce qu'il dit ça beaucoup mieux que je ne peux le dire, mais quand même, pour nous, c'est une forme de message de lutte et d'espoir. Audrey ? Oui, Simplement d'un mot, évidemment, on donne la parole à la salle, redire que Césaire n'était pas, entre guillemets, que, pour employer une expression consacrée, le chantre de la négritude. Évidemment, ce qu'il a fait pour faire de ce mot un mot commun est immensément important et formidable et grandiose pour l'humanité, et pas seulement pour les Noirs, et pas seulement pour les Martiniquais. Mais Césaire, c'était un poète absolu. C'est un poète qui, effectivement, a pu écrire ce poème-là, comme il a pu écrire sur l'amour, sur le rapport à la nature, la communion avec la nature, sur sa mère. Il a écrit des choses extrêmement belles. Donc, et puis, évidemment, ses pièces de théâtre. La politique n'était jamais loin, la négritude n'était jamais loin, mais c'était aussi un poète, tout simplement, j'ai envie de dire, et surtout ne pas réduire son œuvre, même si c'est déjà grandiose, à son combat pour la négritude. Voilà, juste ce que merci Audrey. On va parler avec la salle tout à l'heure, donc vous vous applaudissez vous-même. Alors je vais vous faire un petit peu d'histoire. Tout à l'heure, hier, je crois, on l'a évoqué, ou ce matin, 1794, la Convention 1794, donc 5 ans après l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, vous vous souvenez, en 89, la Convention abolit donc l'esclavage et dépêché aux Antilles françaises, puisqu'il y a 3 îles en ce moment-là en Amérique. C'est Haïti, bien entendu. Il est à quelqu'un, cet enfant. C'est Haïti, la Guadeloupe, la Martinique. Alors je les cite volontairement parce qu'Haïti est plus au nord, la Guadeloupe est au milieu, la Martinique au sud. La Convention dépêche donc un homme qui s'appelle Victor Hugues, qui a été boulanger à Saint-Domingue avec mission
d'abolir l'esclavage dans les îles. À ce moment-là, à Saint-Domingue, il règne déjà, les batailles ont déjà commencé, les 500 000 Noirs, à ce moment-là, moins de 80 000 Blancs, sont sur cette île. Et elle est déjà en effervescence. Victor Hugo arrive donc en Guadeloupe, ne peut pas débarquer en Martinique, rejette les Anglais à la mer, et pendant 8 ans, la Guadeloupe est une île où l'esclavage n'existe pas. D'ailleurs, la Guadeloupe mène la guerre des courses, etc., etc. Et arrive 1802, le crime bonapartiste, qui se transforme en Napoléon, évidemment, et qui dépêche ses vaisseaux avec le général Richepense vers le sud et le général Leclerc, son beau-frère, vers le nord, pour reconquérir ces îles qui sont abolitionnistes, n'est-ce pas? Haïti d'abord et la Guadeloupe. Leclerc meurt à Haïti, échoue, puisque les Haïtiens battent la fameuse armée du Rhin, quand même. Mais Richepense réussit en Guadeloupe. Et il réussit en Guadeloupe après une guerre de 6 mois dans un tout petit pays. Et cette guerre de 6 mois, il la gagne après que Louis Delgrès, un colonel, né en Martinique d'ailleurs, un colonel de l'armée française, puisqu'à ce moment-là, ils sont colonels, ils sont généraux, ils sont capitaines là-bas, de l'armée française bien sûr, mais comme l'armée française vient les combattre, puisque l'armée française veut rétablir l'esclavage, ils se battent contre cette même armée française, perdent la bataille, la raison pour laquelle peut-être la Guadeloupe est toujours française, et ils perdent la bataille, les Guadeloupéens, à Matouba. Pardon? Ils perdent cette bataille à Matouba. Matouba est une grande colline au sud de la Guadeloupe, pas loin du volcan, la Soufrière. Louis Delgrès se fait sauter avec 350 hommes, femmes et enfants qui sont dans la redoute, avec l'avant-garde et l'avant-garde de l'armée française aussi. Et donc Césaire écrit un poème qui s'appelle « Mémorial de Louis Delgrès ». Alors, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire partie de la lecture aussi. Hein. Après tout, je suis d'abord un acteur. Un brouillard monta, le même qui depuis toujours m'obsède, tissu de bruits, de ferments, de chaînes sans clés, d'éraflures, de griffes, d'un clapotis de crachats. Un brouillard se durcit et un point surgit, qui cassa le brouillard. Le point qui toujours m'obsède. Et ce fut sur une mer d'orgueil un soleil non pareil, avançant ses crêtes majestueuses comme un jade troupeau de taureaux vers les plages prairies obéissantes. Et ce furent des montagnes libérées, pointant vers le ciel leur artillerie fougueuse. Et ce furent des vallées au fond desquelles l'espérance agita les panaches fragiles des cannes à sucre de janvier. Louis Delgrès, je te nomme. Et soulevant hors silence le socle de ce nom, je heurte la précieuse épaisseur de la nuit d'un rucher extasié de lucioles. Delgrès, il n'est point de printemps, comme la chlorophylle gaieté d'une rumeur émergente de morsure de ce prairial têtu. 3 jours, tu vis contre les môles de ta saison, l'incendie effarait ses molosses. 3 jours il vit, Delgrès, de sa main épeleuse de graines et de racines, maintenir dans l'exacte commissure de leur rage impuissante Gobert et Pélage, les chiens colonialistes. Alentour, le vent se gifle de chardon. D'en haut, le ciel est brune de sang ingénu, fort Saint-Charles. Je chante par-dessus la visqueuse étreinte, le souple bond d'Ignace, égrenant, essoufflé par Canet et Scélopendre, la meute colonialiste. Et je chante, Delgrès, qui au rempart s'entête 3 jours, arpentant la bleue hauteur du rêve, projeté hors du sommeil du peuple, 3 jours, soutenant de la grêle contexture de ses bras, notre ciel de pollen écrasé. Et qu'est-ce donc qu'on entend? Le troupeau d'algues bleues cherche au labyrinthe des îles, voussure ombreuse de l'écoute, la seule qui fut flaireuse d'une nouvelle naissance. Haïti, aisance du mystère, les 3 sentiers de houle dans la brouillure des fables. Mais quand, à Bainbridge, Ignace fut tué, que l'oiseau charognard du hurrah colonialiste eut plané son triomphe sur le frisson des îles,
Alors l'histoire hissa sur son plus haut bûcher la goutte de sang que je dis, où vint se refléter, comme en profond parage, l'insolite brisure du destin. Mort de Matouba, lieu abrupt. Nom abrupt et de ténèbres. En bas, au passage Constantin, là où les deux rivières écorcent leur hoquet de couleuvre, Richepense est là qui guette. Richepense, l'ours colonialiste aux violettes gencives, friand du miel solaire butiné au Campèche. Et ce fut aux confins l'exode du dialogue. Tout trembla, sauf Delgrès. Ô mort, vers soi-même le bon considérable, tout sauta sur le noir Matouba. L'épais filet de l'air vers les sommets alla d'abord les grands chevaux du bruit cabrés contre le ciel. Puis mollement le grand poulpe avachi de fumée, dérisoire cracheur dans la nuit qu'il injecte de l'insolent parfum d'une touffe de citronnelle. Et un vent sur les îles s'abattit, qui cribla la suspecte violence des criquets. Delgrès, point non devant toi chanter les triomphales flûtes, ni rechigner ton ombre les citernes séchées, ni l'insecte vorace n'a pâturé ton site. Aujourd'hui, Delgrès, au creux de chemins qui se croisent, ramassant ce nom hors marraine, je te clame, et à tout vent futur, toi, buccinateur d'une lointaine vendange. Voilà. Ce poème a été dit par Jean-Michel Martial, qui joue en ce moment. Voilà, nous allons nous rapprocher, c'est comme ça. Hein. Et puis ça va être à vous maintenant de poser des questions, de dire des choses, de témoigner peut-être sur ou avec Césaire, parce qu'on me fait dire que tout le monde n'est pas là pour la lecture. Ah si, tout le monde est là, mais voilà. Je vous donne le micro, monsieur. Oui, c'est formidable ces textes, et c'est normal qu'à Avignon, on parle de culture, mais ça me semble quand même pas possible de parler de Césaire, même si c'est une commémoration, même s'il faut enduire tout ça de beaucoup de distance, de son parcours politique, parce qu'il était, que je sache, proche du Parti communiste, il était pour une autonomie ou une décolonisation. Alors, évidemment, moi, je suis peut-être mal placé pour le dire, parce que je ne veux pas souhaiter une décolonisation qui exclurait. Moi, je suis très content que la France soit métissée, qu'il y ait des Martiniquais, des Guadeloupéens, des gens de la Guyane. Mais en même temps, je ne peux pas admettre que la société française continue à être une société colonialiste qui a de partout, par tous les pores de la société française, on sent cette hiérarchie, cet écrasement, et être le dernier pays au monde à avoir des confettis partout, une espèce de résidu d'empire, ça ne me paraît pas honorer la mémoire de Césaire. Oui. Oui, bien sûr. Audrey Mais en fait, avec cette question, vous touchez exactement le cœur du conflit entre Césaire et beaucoup d'intellectuels antillais, mais martiniquais plus précisément, qui ont suivi, qui sont arrivés après, et qui lui ont reproché, finalement, d'avoir initié la départementalisation, d'avoir été l'homme de la négritude, mais de ne pas être allé assez loin, selon eux. Ce à quoi Césaire leur répondait: vous êtes bien gentils, mais mon peuple a besoin, lui aussi, de la sécurité sociale, il a besoin de l'éducation, il a besoin du tout à l'égout. Et j'entends bien mourir pour des idées comme chanterait Brassens, mais il y a aussi le réel. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une partie après, je dirais dans les années 60, 70, 80. Et puis bon, après, il y a eu un retour vers le meurtre du père ayant été commis. Il y a eu un retour vers la pensée césarienne. Ça s'est accompagné d'une forme de lassitude aussi
vis-à-vis de son pouvoir à la mairie de Fort-de-France, parce qu'il est resté 50 ans maire de Fort-de-France. Et finalement, Césaire finissait, je vais le dire en gros mots, mais finissait presque par faire partie des meubles. On ne se rendait pas compte. Évidemment, c'est au moment de sa disparition que ça a été un électrochoc et que beaucoup de gens se sont rendus compte de l'immense personne qu'il a été tout au long de sa vie. Mais effectivement, moi, j'éviterais, j'ai assez de problèmes comme ça, de m'engager dans le débat sur est-ce qu'il fallait aller plus loin ou pas. Mais c'est vrai que c'est une question qui a agité beaucoup le milieu intellectuel antillais, et pas que d'ailleurs, hein, sur l'œuvre de Césaire. Il a commencé un travail. Et il est évident aujourd'hui, quand on se promène en Martinique ou en Guadeloupe, ça fait longtemps que je ne suis pas allée en Guyane, qu'il y a une forme de régression, je dirais. Une forme de régression dans le sens d'une... Presque, c'est un peu ce que Chamoiseau décrit dans Écrire en pays dominé, pardon. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'aliénation qui fait son retour. Et on peut se dire que l'héritage de Césaire, le legs de Césaire n'est pas vraiment honoré par ses descendants. Je pense que le travail qu'il a initié mérite d'être poursuivi, peut-être pas en allant jusqu'à l'indépendance des territoires et départements d'outre-mer. Enfin, maintenant, ça s'appelle plus comme ça, c'est les DROM. Enfin, je ne me souviens plus de... Les pommes. Il y a les pommes et les DROM, oui. Voilà. Mais en tout cas, si ce n'est arrivé jusqu'à l'indépendance, vers une plus grande forme d'autonomie, oui, évidemment. Et aujourd'hui encore, y compris par exemple quelqu'un comme Serge Letchimy, qui est vraiment un fils spirituel de Césaire, président du Conseil régional de la Martinique. Effectivement, beaucoup de politiques martiniquais, guadeloupéens, aspirent en tout cas à plus d'autonomie, si ce n'est à l'indépendance. Oui. Donc, vous avez raison, Césaire a longtemps appartenu au Parti communiste. Il a pourtant écrit une très belle lettre à Maurice Thorez pour lui dire pourquoi il ne voulait plus appartenir au Parti communiste. La nécessaire négritude de Césaire, qui suit la nécessaire départementalisation des départements qui sont devenus aujourd'hui les départements d'outre-mer, qui étaient à l'époque les colonies d'outre-mer. Il y en avait 4, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Alors vous verrez, hein, chaque fois... je crois que les Réunionnais disent d'abord la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Les Guyanais disent d'abord la Guyane, et les Martiniquais disent toujours la Martinique d'abord. Donc, donc ces 4 départements-là, Césaire a expliqué plusieurs fois. Je crois que la plus belle explication, et vous allez la trouver, elle va être donnée dans la lecture un petit peu composite qui va être faite à partir de discours et à partir de cahiers d'un retour au pays natal. Il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie. Il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme s'arrête. Elle continue. Et je crois que si aujourd'hui, il y a eu des soubresauts de la départementalisation, aujourd'hui encore, en France, on refuse cette départementalisation, puisque cette France qui est les États-Unis d'Europe, véritablement, puisqu'elle accueille en son sein tous ces étrangers qu'elle a eu un moment colonisés et qui sont venus la rejoindre, la mère patrie, entre guillemets, qui sont venus défendre si souvent, que ce soit en 14, en 18, en 39, en 45, etc. Donc, qu'ils sont venus rejoindre aujourd'hui, on s'aperçoit bien des replis identitaires. Edoui en parlait tout à l'heure. On n'est tout de même pas loin d'un ministère, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait le ministère de l'immigration, de l'identité nationale. Il y avait autre chose encore, un truc bizarre, qui a fait que beaucoup de Français, depuis de très longues années, beaucoup plus longtemps que Manuel Valls, par exemple, hein, beaucoup plus longtemps que Michel Poniatowski, beaucoup plus longtemps que Nicolas Sarkozy, se sont dit qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on rentre chez nous, parce qu'il faut rentrer chez soi dans ce cas-là, mais chez soi, c'est ici. Rost. Je pense que l'essentiel a été dit. C'est un sujet très très délicat. Je comprends que Audrey ne veuille pas s'attirer plus de foudre, mais oui, ça ne sera pas. Mais non, mais comme il dit, l'œuvre d'un artiste n'est jamais terminée.
parce qu'on peut toujours revenir dessus, et puis ça laisse aussi libre cours aux uns aux autres. C'est maintenant à la nouvelle génération de poursuivre le combat dans le sens qui sera le plus adapté à leurs attentes et à leurs aspirations. Et surtout aussi, je pense que c'est une manière aussi pour les uns et les autres de se débarrasser d'une histoire qui les fige dans le passé et qui les empêche de construire leur présent et surtout de croire en l'avenir. Et je pense que c'est en ça qu'on a le devoir de travailler pour essayer justement de passer à autre chose. Mais sans solder le passé, il est très dur d'avancer, mais en même temps, on a besoin aussi de ce passé pour se souvenir, pour ne pas reproduire les